Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Jean-Christophe Victor. À l'homme, au grand scientifique, et surtout à l'ami qui a cessé de nous parler trop tôt. Préface. Firouzeh Nahvandi. À la fin de l'année 1991, à Almaty, capitale en ce temps du Kazakhstan, 11 partis communistes signaient une déclaration par laquelle l'Union soviétique disparaissait en tant qu'entité fédérée. Un empire puissant, acteur essentiel dans la période de guerre froide, se partageait en 15 États indépendants, dont les 5 républiques musulmanes d'Asie centrale, Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan et Turkménistan, et l'Azerbaïdjan dans le Caucase sur lesquels porte cet ouvrage. Au contraire de ce qu'avaient prédit nombre de spécialistes de l'URSS développant l'idée que les contestations et les demandes d'indépendance viendraient du flanc sud et de parties musulmanes, le détachement du centre avait été moins bien accueilli par les dirigeants de ces contrées qui durent s'y plier bien malgré eux. Très rapidement, les nouveaux États indépendants furent confrontés à de nombreux problèmes qui n'étaient pas sans rappeler ceux bien plus connus et étudiés de pays anciennement colonisés à l'indépendance. Il fallait, entre autres, construire l'État-nation et redéfinir une identité nationale, consolider le développement économique nécessaire pour conforter l'indépendance politique, clarifier les alliances internationales, bâtir une diplomatie nouvelle et mettre sur pied les instruments de la gestion des indépendances. Tous ces États ne partaient pas de conditions favorables. Entre autres, ceux d'Asie centrale faisaient partie des États de l'Union les plus pauvres en termes de revenus. Entre 54% du revenu en pourcentage pour le Tadjikistan et 93% pour le Kazakhstan. Tous se caractérisaient par un taux élevé de fécondité et de mortalité infantile, un chômage et un sous-emploi comparativement plus élevés que dans le reste de l'URSS. Les essais nucléaires organisés par Moscou avaient laissé des niveaux de pollution alarmants, en particulier au Kazakhstan. La monoculture du coton promue d'abord par les tsars puis par le Parti communiste, avait légué à l'Ouzbékistan des problèmes écologiques importants. La disparition de la mer d'Aral est un cas unique en son genre. Néanmoins, le potentiel économique de tous ces pays était élevé. Ils étaient riches en matières premières, même si fragilisés par l'ancienne division du travail à laquelle ils avaient été soumis, les transformant en entités dépendantes de Moscou. Ainsi, à l'aube du XXIe siècle, l'évolution future dépendait de la manière où les dirigeants allaient gérer les questions telles que le pluralisme politique, les conflits de classe, les différences ethniques, le partage artificiel des populations. En résumé, ce que l'on pourrait appeler les legs coloniaux. Cette évolution fut diverse bien évidemment. Aujourd'hui, ces pays sont classés en termes d'indice de développement humain dans la catégorie élevé et moyen. D'un point de vue de l'étude, l'effondrement de l'URSS a ouvert dans ces parties de nouveaux domaines. Avant la dissolution, il était par exemple commun de parler d'Asie centrale englobant dans un ensemble les différents États. Par ailleurs, les recherches étaient plus orientées par une perspective russe et englobées dans les études soviétiques. Cela pouvait en partie s'expliquer par l'histoire. Aujourd'hui, ces nouvelles républiques indépendantes doivent être considérées dans leur singularité et leur dynamique propre et dans les configurations nouvelles qui ont caractérisé la région, en particulier la montée en puissance de la Chine. L'ensemble abordé dans ce livre est en outre intéressant pour tous ceux qui s'intéressent au processus de décolonisation et de développement, car chacune des républiques indépendantes a dû gérer cette décolonisation. Quoi qu'il en soit, depuis 1991, les études sur l'Asie centrale et l'Azerbaïdjan se sont diversifiées et multipliées. Cet ouvrage de synthèse en donne une approche compréhensive. Il a lui-même une histoire et un contexte. Il est le résultat de multiples interventions de son auteur, le professeur Carlo Degli Abati dans le cadre des conférences bimensuelles organisées par le Centre d'études de la coopération internationale et du développement, CECID, de l'Université libre de Bruxelles qui porte sur les mondes musulmans en transition. Ces interventions ont suscité un enthousiasme considérable auprès du public, touché par l'érudition et les connaissances de l'orateur et sa capacité à multiplier les éclairages. Carlo Degli Abati, professeur de relations internationales, a une expérience sans grand équivalent. Il a sillonné la région,
y a travaillé et a eu la possibilité d'observer et d'étudier l'évolution de chaque pays tout en ayant une vision comparative. Son expérience sur le développement à la Cour des comptes européenne lui a en outre permis une vision pratique et institutionnelle des questions actuelles. Tous ces éléments qui ont fait la richesse des présentations, auxquelles il faut ajouter les demandes du public, ont donné naissance à cet ouvrage qui ambitionne de donner des repères de compréhension à des ensembles complexes et des pistes de réponse aux questions que traversent les républiques musulmanes de l'ex-Union soviétique. Bruxelles, mai 2020. Introduction. Région d'extraordinaire richesse ethnique et culturelle, de par son positionnement à la lisière d'influences historiques turques, persanes, indiennes, mais aussi chinoises, russes, méditerranéennes, l'Asie centrale mérite un renouveau d'attention. Il y a exactement un siècle, avec l'annexion des deux khanats de Khiva et Boukhara, la Russie, entre-temps devenue l'URSS, achevait son parcours expansionniste en Asie centrale, entamé par les principautés chrétiennes du Ru autour de Moscou au XVIe siècle. Depuis lors, pendant plus de 70 ans, l'histoire de la région devait être marquée par l'empreinte soviétique, caractérisée par l'aliénante fabrication des nations de l'époque stalinienne. À partir de 1991, les 5 républiques asiatiques et l'Azerbaïdjan, devenues indépendantes, apprennent à se confronter avec un environnement international dans un cadre où bougent des voisins puissants comme la Russie et la Chine, mais aussi un troisième voisin proche, même si géographiquement lointain, les États-Unis d'Amérique. Il était donc important de revenir sur ces premiers 30 ans d'indépendance des 6 républiques, ainsi que sur leurs perspectives d'avenir, en tenant compte aussi de la nouvelle initiative chinoise qui vise à relancer les routes de la soie entre la Chine et l'Europe à travers 3 modes de transport et 5 itinéraires. Mais la richesse historique et culturelle de l'Asie centrale impose de revenir sur les circonstances complexes de son histoire, en remontant le temps à travers les siècles à partir des premières manifestations de la présence humaine dans la région jusqu'à aujourd'hui. C'est donc le but hardi de cet ouvrage d'associer, à travers une chronologie commentée, l'illustration de la fascinante aventure des langues et des cultures à travers les millénaires, à l'étude institutionnelle et socio-économique des 5 pays de l'Asie centrale occidentale, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan, Kazakhstan, élargi à un pays géographiquement caucasien, l'Azerbaïdjan. Ce dernier partage avec le Turkménistan et le Kazakhstan, mais aussi avec l'Iran et la Russie, la condition de riverain de la mer Caspienne, le bassin qui, par sa richesse en hydrocarbures, concentre les intérêts géopolitiques visant la macro-région. Dans l'analyse par pays, les critères comparatifs homogènes sont en particulier les paramètres socio-économiques utilisés par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, agence spécialisée de l'ONU qui, grâce à l'influence de l'économiste indo-américain Amartya Sen, définit depuis 1990 le bilan annuel du développement humain des pays. D'après Sen, les résultats attendus du développement sont l'augmentation des possibilités ou des capacités des personnes à faire et à choisir, notamment de pouvoir vivre longuement, d'être bien nourries, d'éviter les maladies et de pouvoir se soigner, d'être capable de lire, d'écrire, de participer aux activités intellectuelles. Le PNUD, à la différence d'autres organismes multilatéraux économiques, comme le FMI et la Banque mondiale, utilise non seulement des paramètres macroéconomiques et financiers, mais aussi de nature démographique et sociale, susceptibles d'offrir un insight exhaustif des conditions réelles de vie des populations. En particulier, il tient compte dans ses bilans annuels de 189 pays, appelés à juste titre « Rapport de développement humain », des attributions, entitlements, dont disposent les personnes, de la maîtrise individuelle sur les biens et les services, leur permettant de développer les capacités concernant leurs conditions de vie à l'intérieur de chaque réalité nationale ou régionale. La rencontre avec une région à la fascinante profondeur historique dicte de synthétiser dans un aperçu initial les caractéristiques géographiques, ainsi que l'extraordinaire déroulement de ces 40 000 ans d'histoire. L'histoire commence avec l'arrivée de l'Homo sapiens en 38 000 AV. JC et va jusqu'à la percée d'Alexandre le Grand, la découverte de la route de la soie, l'installation dans la région des composantes ethniques turco-persanes,
l'insertion des Khanats d'Asie centrale dans la Russie tsariste puis soviétique, après un processus de colonisation russe de 4 siècles et la fabrication des nouvelles républiques à l'époque stalinienne, selon le concept de nationalité, Nationalnost. Une attention particulière est portée à la première phase de l'indépendance vécue par les 6 républiques après 1991, suite à l'écroulement de l'Empire soviétique, le difficile chemin de sortie institutionnelle du système du parti unique à la soviétique, la réalité des mouvements islamistes apparus dans la région en raison aussi de la proximité de l'Afghanistan, ainsi que le grand jeu actuel autour de l'Asie centrale, animé successivement par les influences russes, américaines et enfin chinoises. Les influences chinoises sur la région ont nécessité l'examen approfondi du projet chinois des nouvelles routes de la soie, Sishu-Zilu, lancé en 2013 par la République populaire de Chine sous la dénomination de One Belt, One Road, OBOR ou BRI Belt and Road Initiative, et des investissements chinois concernant en particulier le Kazakhstan, le Tadjikistan et le Kirghizistan. L'illustration des différents chapitres s'est prévalue du conseil et de l'approche scientifique cartographique exprimée pendant des décennies par l'ami inoubliable Jean-Christophe Victor, responsable du LEPAC de Paris et de l'émission Le Dessous des cartes, de Arte-TV. On est redevable à la collection Perry Castañeda Asia Map Collection de l'Université du Texas, à Austin, de la plus grande partie des cartes utilisées. L'ouvrage se compose de 4 parties. La première illustre les grands événements qui ont influencé le destin de l'Asie centrale, et présente ensuite une minutieuse chronologie commentée étendue sur 40 000 ans d'histoire. La deuxième partie, après une interrogation sur la nature juridique du statut de la mer Caspienne, se compose de monographies sur les aspects institutionnels, socio-économiques et politiques des 6 pays, et récapitule dans un tableau l'ensemble des données prises en compte pour en illustrer la situation réelle. Données géographiques, démographiques, économiques, financières, budgétaires, indices de genre, classement mondial dans le cadre des rapports de développement humain du PNUD. Une troisième partie concerne le cadre géopolitique régional, les ententes multilatérales régionales en vigueur, l'islam traditionnel d'Asie centrale, ainsi que les mouvements islamistes quiétistes et combattants faisant toujours peser sur la région un risque d'infiltration. Une analyse particulière concerne le Parti de la Renaissance islamique, PRI, le Parti de la Libération, Hezb ut-Tahrir, le mouvement islamique d'Ouzbékistan, MIU, traditionnellement rangé à côté des talibans dans l'Afghanistan voisin. La quatrième partie traite des perspectives ouvertes par l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie, le projet One Belt One Road, OBOR ou BRI, des conséquences de l'opposition sino-américaine dans la mer chinoise méridionale et de l'influence que pourrait avoir sur l'Asie centrale, l'évolution de la situation interne dans la région chinoise limitrophe du Xinjiang. Enfin, nous ne pouvons pas conclure cette introduction sans remercier en particulier notre cher collègue, prof. Firouzeh Nahavandi, professeur en sciences sociales à l'ULB de Bruxelles, directrice du Centre d'études de la coopération internationale et du développement CECID, qui nous a fait l'honneur de rédiger la préface de cet ouvrage. Notre remerciement et notre sympathie vont aussi à l'illustre turcologue Robert Ancio, ainsi qu'aux auditeurs bruxellois du séminaire annuel « Monde musulman en transition », organisé par le CECID depuis 2015, qui ont bien voulu manifester leur intérêt pour le sujet de l'Asie centrale à l'occasion de notre conférence d'octobre 2019. Last but not least, mon remerciement va à Béatrice Verrier qui a assuré la révision de la version française du texte, me mettant à l'abri des pièges posés par la facilité difficile de 2 langues cousines. Luxembourg, Trento, juillet 2020. Un souvenir fondateur. L'arbab au manteau de soie noire, après m'avoir demandé si j'étais italien, s'était exclamé « Ah Marco Polo !» Il m'avait pris sous le bras et m'avait conduit aux limites du village. Il s'était arrêté face à une file des collinettes qui se levaient devant nous. La soie qui enveloppait son bras avait reflété dans le coucher du soleil les couleurs de l'arc-en-ciel lorsqu'il le leva pour m'indiquer le paysage. Voilà, vous voyez, nous vîmes arriver les cavaliers de Marco Polo d'ici précisément. Les chevaux ont fait leur apparition sur les sommets, ont descendu le faîte en suivant le cours du fleuve et après ils ont repris à grimper et nous les avons vus disparaître juste au-delà de cette colline-là.
Et il m'indiqua une colline un peu plus grande qui pointait plus à l'est. Je me trouvais dans le Turkménistan afghan, à Kalayino, le pays de la pistache, dans la province du Badghis, au nord-ouest de l'Afghanistan, et le notable turkmène m'avait parlé d'un événement qui s'était historiquement passé il y a 7 siècles comme s'il s'agissait d'un fait de 2 jours avant, gravé pour toujours dans la tradition orale de son village. J'avais pensé à cette expérience comme à un exemple du souffle profond de l'Asie, à rapprocher de la curiosité et de l'argutie des paysans du nord de l'Afghanistan, de la naturelle richesse d'expression que je retrouvais dans les mosquées de village, que des parois recouvertes de fleurs aux couleurs végétales faisaient ressembler à des jardins extraordinaires. Mais aussi aux couleurs rouge-violet des tapis de Daoulatabad, qui reproduisaient dans leurs dessins géométriques la forme des pattes des éléphants venus de l'Est. Puis, je retrouvais dans ma mémoire les luttes des cavaliers. Comment ne pas se souvenir des descriptions du grand Kessel, engagé dans le jeu du bouskashi, la loquacité des argentiers dans les souks de Kaboul autour de la grande mosquée, au milieu d'écrivains publics prêts à travailler de plumes et de coiffeurs affairés autour des coupes de leurs clients. Ou encore des truites pêchées dans les fleuves alimentés par les montagnes centrales du Koibaba, le château des eaux, ou à la poussière des 3 grandes pistes qui traversaient le pays, la piste du nord, de Kaboul à Hérat à travers le col de Salang, Mazar-i-Sharif jusqu'à Maïmana et Shaibergan, la piste du centre, la plus escarpée et difficile, et la piste du sud, de Hérat à Shindan en passant par Kandahar jusqu'à Kaboul. Tout cela, c'était l'Afghanistan, mon Afghanistan de 1975, un pays en paix qui avait subi au cours des siècles, situé comme il l'était entre l'Asie centrale, l'Iran et l'Empire des Indes, les influences culturelles les plus diverses en provenance des 2 rivages du fleuve Oxus, la Moudarja, depuis l'Orient et l'Occident du monde. Il s'agissait de l'Afghanistan hellénistique de la Bactriane, et devenu plus tard bouddhiste, musulman, turco-mongol, capable d'influencer les dynasties du subcontinent indien ou de créer le royaume timouride de Tamerlan ou de fonder avec les Abdalis la confédération tribale des Dourani et de réduire les tentatives impérialistes de domination anglaise jusqu'à la déroute du Khyber Pass, qui devait marquer la fin des jupes rouges trop évidentes sur le jaune ocre de la terre afghane et l'avènement de L', uniforme colonial anglais couleur terroir, justement afghan, acquis devenu kaki. L'Afghanistan de la paix et de la guerre, le royaume de l'insolence jamais défait dans les siècles par les empires forts, russes, britanniques, soviétiques ou américains. Extrait de Afghanistan. L'islam afghan de la tradition à la radicalisation talibane, 871-2001, de Carlo Degli Abati, préface d'Olivier Roy et Sig, Gen 2002, mentionné en Afghanistan en quête d'un avenir, Genoa University Press, 2012, du même auteur. 1. Première partie, l'Asie centrale dans la géographie et dans l'histoire. 1.1. Asie centrale, une géographie variable. Les territoires de l'Asie centrale traditionnelle forment une vaste ellipse d'environ 2000 km sur 2500, soit plus de 4 millions de km². Dans cet espace, égal à peu près au subcontinent indien ou à la moitié de l'Europe, vivent presque 70 millions d'habitants très inégalement répartis. L'Asie centrale confronte l'observateur à un extraordinaire sujet à géographie variable. Il peut se réduire exclusivement à la transoxiane comprise entre les fleuves Oxus et Yaxart, l'Amou Darja et le Sir Darja, la région au-delà du fleuve, la Mawara en art des Arabes, centrée sur la vallée dépressionnaire de Fergana. Cette vallée est la plus fertile et peuplée de toute l'Asie centrale, et correspond au noyau central de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan actuel. Grâce à sa plus-value agricole, elle a toujours permis le maintien d'une communauté sophistiquée d'artisans, de scientifiques, de littéraires qui ont perpétué à travers les siècles la mémoire envoûtante des khanas de Khiva, Bukhara, Samarcande et un peu plus à l'est de Kokand. Mais la frontière de l'Asie centrale peut aussi s'élargir d'Istanbul au Xinjiang chinois. On peut parler donc de l'Asie centrale occidentale qui, à l'époque soviétique, était identifiée aux 5 républiques sous l'administration religieuse de la Muftiya d'Asie centrale et du Kazakhstan de Tachkent, après Orenbourg puis Oufa. Le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kirghizistan et le Kazakhstan. Il serait aussi possible d'étendre le traitement à l'Asie centrale orientale, Mongolie intérieure et extérieure, Mandchourie,
et on serait confronté alors à une macro-région de 8 millions de kilomètres puissance 2 et 160 millions d'habitants. Si on se limite à l'Asie centrale occidentale, elle est bornée à l'ouest par les montagnes des Ourals, la mer Caspienne, les plaines de la basse Volga et du fleuve Oural, continuées par les collines steppiques du Mogodjar. Au sud et à l'est sur les 3/4 de son périmètre, la contrée est délimitée par les monts du Khorasan, les hautes chaînes du nord de l'Iran et de l'Afghanistan, flanquées par le massif abrupt du Kopet Dag qui surplombe la plaine désertique du Karakoum. Plus à l'est, au-delà du seuil représenté par le fleuve Mourghab, la montagne blanche, le Safid Kouh, prolonge le massif montagneux du Kopet Dag dans la chaîne massive de l'Hindoukouche, le parapomyssos des géographes anciens, qui forme avec le Kohi-Baba la colonne vertébrale de l'Afghanistan. Tandis qu'au nord-est la steppe kazakh se perd progressivement dans la toundra sibérienne, au sud et au sud-est s'ouvrent les structures géantes des contreforts himalayens, des Pamirs et du Karakorum, le château de l'eau de l'Asie centrale, avec le pic Communism, rebaptisé Samani, 7500 mètres. Au nord-est, les chaînes des Tian Shan, les monts célestes des Chinois, et leur prolongement occidental l'Alai, formant selon les géographes locaux les cornes et le mufle d'un taureau tourné vers l'ouest, enserre la vallée de Fergana où se réunissent les rivières formant le Sir Darja. Plus au nord, avec des pics atteignant 7000 mètres, se situe le Kokchetaou, les monts Kirghiz et l'Alataou au sud de Bishkek et de Almaty, l'Alataou Djunger au sud-est du lac Balkhash. À travers ces hautes montagnes, à partir de la Chine, les routes de la soie, ou du jade ou des épices, découvertes au IIe siècle av. J.C., permettaient d'atteindre la Méditerranée à travers au nord, la porte de Djungari, route confortable entre les chaînes des Altaï et des Tian Shan qui s'écartaient vers le nord du terrible désert du Taklamakan, dont le nom possède une connotation tragique, tu entres mais tu n'en sortiras pas. Il s'agissait du passage du nord-est à travers les steppes balayées par des vents violents, par le couloir des lacs Balkhash, Alakel et Ebinor. Plus au sud, les vallées de Lili et de l'Alai offraient d'autres itinéraires qui contournaient au nord et au sud le désert du Taklamakan. La vallée de Lili offrait un passage facile vers la région chinoise de Yinan, malgré la barrière montagneuse à l'est de la ville. Au sud-est, la vallée glaciaire de l'Alai, couloir rectiligne signé par le Vaksh, affluent de l'Amou Darja, permettait une liaison aisée avec la Kashgari, étape fondamentale de la route de la soie. À partir de Dunhuang, à l'est du Taklamakan, l'itinéraire septentrional de contournement par la vallée de Lili passait par Turfan, l'itinéraire méridional par la vallée de l'Alai par Mira, Khotan, Yarkand, avant d'atteindre la Kashgari. Après Kashgar, les deux routes traversaient le Pamir et les Tian Shan atteignant Balkh en Afghanistan ou la vallée de Fergana, passant ensuite par Mari, Merv, en Turkménistan, l'Iran, le Levant jusqu'à Constantinople et aux autres points d'embarquement sur la Méditerranée et la mer Noire. Les voyages en caravane duraient 7 mois depuis Xi'an, Chang'an, dans la région septentrionale de Shaanxi. C'est durant l'Antiquité perse achéménide, au VIe siècle av. J.C. que nous rencontrons pour la première fois les noms évocateurs de provinces bien plus anciennes, Bactriane, Margiane, Sogdiane, Hirkani, Khorasmi qui forment déjà à l'époque les satrapies de l'Empire persan. Dans le milieu naturel de l'Asie centrale, règne la steppe, combinaison de prairies, zones désertiques ou semi-désertiques, ponctuées d'oasis, s'étendant de la Hongrie au mont Altaï et aux forêts de Mandchourie. Dans les oasis irriguées par les fleuves Zeravchan, Amou Darja ou Sir Darja, l'agriculture est florissante. L'interaction entre les habitants nomades des steppes et les communautés sédentaires voisines a façonné une grande partie de son histoire, une histoire qui remonte à 40 000 ans si on considère que l'on trouve déjà les traces de l'Homo sapiens dans la région en 38 000 av. J.C. 1.2 Asie centrale, l'aventure des langues et des cultures. Pendant des millénaires, trait d'union entre Ouest et Est, l'Asie centrale a été influencée par la Chine, l'Inde, l'Iran, la Méditerranée, et plus tard par la Russie. Le mouvement extraordinaire des peuples et des langues, ainsi que la création successive de nouvelles entités ethniques, sont des thèmes centraux dans son histoire. L'aventure des deux grandes familles linguistiques, la famille indo-européenne et la famille altaïque, façonne son visage. Les Indo-Européens forment une communauté linguistique qui habitait déjà les steppes de la mer Noire entre 4500 et 4000 av. J.C. Entre 3000 et 2500 av. J.C.,
cette communauté commença à se diviser. Des groupes se déplacèrent vers le centre, le sud et l'ouest de l'Asie, d'autres vers le nord de la Méditerranée. La branche européenne arriva jusqu'aux îles britanniques et elle est à l'origine de toutes les langues européennes actuelles excepté le basque et le groupe finno-ougrien, finnois, lapon, estonien, hongrois. Les groupes qui allèrent vers l'Asie produisirent une diffusion de peuples en Eurasie, comme les ancêtres des Tochariens au Xinjiang. Tandis que les Indo-Aryens ou Iraniens, le nom tribal Arya-Aryan signifiant seigneur, libre, allèrent à l'est vers la Sibérie, la Mongolie, le Xinjiang, le nord du Pakistan. Vers 2000 AV. J.C., les Indo-Aryens, agriculteurs et éleveurs, se séparèrent entre les ancêtres linguistiques des populations parlant hindou en Asie du Sud et les populations parlant iranien en Iran et en Asie centrale. Ils se déplacèrent vers l'Asie du Sud autour de 1500 AV. J.C., y rencontrant les anciennes civilisations urbaines de la vallée de l'Indus, de Harappa et Mohenjo-Daro, ainsi que les populations autochtones dravidiennes, donnant naissance aux langues hindoues, ourdou, pendjabi et aux autres langues du subcontinent indien. Les tribus parlant iranien pénétrèrent en Iran entre 1500 et 1000 AV. J.C. dans l'ancien persan, ils pourraient avoir dénommé leur nouvelle patrie Aryanam Kshasram, royaume des Aryens, devenu par la suite Eranchar et enfin Iran. On peut faire ici référence aux langues iraniennes parlées en Iran, Afghanistan et Asie centrale, persan, tadjik, pachtoun et autres langues iraniennes. La deuxième composante, altaïque, est formée par des tribus turciques qui descendent dans la région à des époques successives en provenance de Sibérie ou de Mongolie. L'empire achéménide de Darius Ier, qui avait annexé la Transoxiane en 500 AV. J.C., se vit menacé par des nomades turciques habitant l'Alataü depuis environ 1000 AV. J.C. Plus près de nous, en 375 AP. J.C., les Huns Hephthalites, blancs, passent la Volga en provenance des Altaïs, poussant vers l'ouest les tribus des Alains et des Goths qui vont envahir l'Empire romain et sont à l'origine de ce que nos livres d'histoire appellent les invasions barbares. La seconde famille turcique qui se manifeste dans la région au 5e siècle AP. J.C. descend aussi des monts Altaï, d'où la dénomination de famille altaïque. Le ruling clan est Ashina, bleu, Kuk, les Chinois les repérant en Gansu et Xinjiang. À la moitié du 5e siècle, les Turcs bleus formeront un second empire des steppes, de la Mandchourie à la mer Noire et avec le Khan Ishtemi allié aux Persans sassanides, écraseront les Hephthalites entre 557 et 563. Deux premiers khaganats turcs de l'Est et de l'Ouest furent créés au nord de la Transoxiane au VIe siècle, perdurant jusqu'au 8e siècle quand, descendant du lac d'Aral, de nouvelles tribus turques appartenant à trois grandes familles linguistiques entrèrent en Transoxiane après la conquête arabe de la Perse, 651. Ces nouvelles tribus appartiennent à trois grands groupes linguistiques, les Oghuz qui s'étaient entre-temps installés au sud et à l'ouest de la mer d'Aral, les Kipchaks au nord et à l'est du même lac, et les gens parlant le tourki des populations sédentarisées d'Asie centrale, Tchagatai, Ouzbek actuel, Ouïghours. Les Oghuz se répandent dans la région, se déplaçant en partie vers l'Iran et de là vers l'Anatolie où ils seront à l'origine de la dynastie Osmanlide, les Ottomans de Turquie. Ils se fixent en partie en Asie centrale, turkmène. Les Kipchaks restent entre la Volga et les steppes kazakhes. À cette branche linguistique appartiennent les Tatars de la Volga, les Kazakhs, les Kirghizes, les Karakalpaks et les fondateurs de la confédération tribale dans le domaine territorial, Ulus, de Joki, fils de Gengis Khan, qui prendront le nom d'Ouzbek. Le troisième groupe c'est ouzbékissé ethniquement, sa langue étant à la base de l'ouzbek dit moderne. Du point de vue culturel, l'Asie centrale est donc représentée par la civilisation turco-persane, matrice de toutes les langues d'Istanbul à New Delhi, d'Isfahan à Bukhara, avec ses émirs turcs, son administration persane, sa langue érudite, le persan, à côté de laquelle s'insère une langue turque fortement persianisée, le tchagatai, son islam sunnite de rite hanafite. L'islamisation de la région s'étant réalisée à partir de l'Iran, ces vecteurs ont été la langue et la culture persane qui se sont superposés en Transoxiane à des langues du groupe iranien de l'Est, comme le sogdien, parlées en général par des populations plus anciennes. Ces populations se sont persianisées en s'islamisant, même s'il subsiste encore quelques enclaves d'Iraniens de l'Est comme le Yagnobi ou les dialectes pamiris du Tadjikistan, qui correspondent d'ailleurs à une islamisation hétérodoxe ismaélienne. Par la suite,
Les populations turciques installées dans la région en des époques successives se sont islamisées et ce faisant, se sont culturellement persianisées. On peut dire qu'avec les Turcs Seldjouks, qui conquirent l'Iran en 1055, appartenant à un clan linguistique augu comme les Turkmènes et les Osmanides, il n'y a plus de barrière entre le monde turc et le monde persan. Par la suite, pendant 8 siècles, de l'Anatolie à l'Inde du Nord, les émirs et les sultans furent tous des Turcs, à l'exception des Pashtuns en Afghanistan, seule dynastie autochtone, tandis que l'administration était persane. En Transoxiane, centrée sur la fertile vallée de Fergana, s'est développée une civilisation urbaine et musulmane autour des oasis de Khiva, Samarcande, l'ancienne Marakanda fondée par Afrasiab, roi de Sogdiane au 5e siècle AV. JC, Bukhara, Kokand, Andijan. En revanche, dans les steppes du Kazakhstan étirées vers les montagnes du Tian Shan, nomadisées des tribus turcophones tardivement islamisées entre le XVIIIe et le XIXe siècle, et sédentarisées à la fin du XIXe siècle par le système tsariste et ensuite soviétique. Ces régions en s'islamisant se persianisent et le persan devient la Kouaneh de Delhi à Samarcande, jusqu'au début du XXe siècle, passant par Lahore ou Kaboul. Cela vaudra aussi pour Kokand jusqu'en 1876, Bukhara jusqu'en 1920, pour l'Inde moghole jusqu'à l'imposition de la British Rule en 1858. Seule l'invasion mongole du XIIIe siècle et le règne du fils de Gengis Khan, Chagatai, qui avait reçu la Transoxiane en apanage, eurent la conséquence paradoxale de provoquer l'enracinement des langues turques en Asie centrale. En effet, les Mongols s'islamisèrent et se turquifièrent en même temps. Une langue turque véhiculaire fortement iranisée s'impose, le Chagatai, langue qu'utilise le souverain timouride d'Andijan, Zahiruddin Muhammad Babur pour la composition du Baburnama, le livre de Babur. À partir de cette période, la dynamique linguistique commence à s'inverser en faveur de la langue turque, même si le persan reste comme langue érudite. Ensuite, au XIVe siècle, au sein d'un des Ulus, États mongols issus du fractionnement de l'immense empire de Gengis Khan, l'Ulus de Chagatai, un Khan mongol de la tribu Barla, Timur Ilang, Fer le Boiteux, Tamerlan, 1336 à 1405, fonde un empire qui va d'Ankara à Delhi. Son empire enracine définitivement la synthèse culturelle turco-persane de Transoxiane. La culture timouride survivra à son fondateur et s'imposera aussi dans un autre contexte. À partir de la décomposition de l'Ulus de Joki, la Horde d'Or qui avait dominé longtemps la région Volga-Oural, Aboul-Kahir, autre descendant de Gengis Khan par son petit-fils Sheban, 1412 à 1468, réunit sous son commandement les tribus Kipchak. Seulement 2 camps Jochid, Janibeg et Jireh, refusèrent d'adhérer à la confédération Shebanide, se définissant eux-mêmes ouzbeks kazakhs, fuyards, et trouvant refuge dans la région appelée Semircheux entre le lac Balkach et les montagnes du Tian Shan. Les autres tribus prendront le nom d'Ouzbeks, du nom du fondateur de la dynastie qui s'était converti à l'islam en 1320, et partiront à la conquête de la Transoxiane timouride. Le petit-fils d'Aboul-Kahir, Mohamed Shebani, s'empare de Samarcande en 1500 en chassant Babur exilé en Afghanistan. Mais la puissance ouzbek se coula dans le moule timouride sans rien y changer. Les Ouzbeks en adoptèrent les langues, persan, turc, Chagatai iranisé et non kiptchak, la culture et l'appareil d'État. La dernière migration massive de tribus turques fut celle des Kirghizes qui arrivèrent comme les Kazakhs depuis la Sibérie avec la Horde d'Or, et se fixèrent au XVIe et XVIIe siècle dans les territoires montagneux qu'elles occupent encore actuellement, ayant été chassées des steppes par les Oïrats devenus bouddhistes en 1620. La force d'intégration de l'ancienne culture persane s'estompe seulement avec la domination russe de la région et le triomphe de la révolution bolchevique. Depuis 1920, avec la disparition des empires dont elle constituait la Kouaneh, puis avec la fabrication soviétique d'États-nations engagés dans le développement des langues nationales, la langue persane se réduit aux grandes villes historiques comme Bukhara et Samarcande, au piémont du Pamir et du Tian Shan, tandis que les plaines parlent l'ouzbek et les hautes montagnes le pamiri ou le kirghize. Depuis 1920, c'est le pashtun qui progresse en Afghanistan, le ourdou au Pakistan, ailleurs ce sera le turc ou l'ouzbek. Le persan restera comme langue commune en Afghanistan, Dari, sera parlé par la minorité hazara de l'Hazarajat au Tadjikistan, ainsi que dans des enclaves géographiques avec les langues pamiri et yagnobi. 1.3. Les entités politiques.
Du monde TURCOPERSAN à la Russie. Les entités politiques mentionnées jusqu'ici et qui se sont succédées en Transoxiane n'ont jamais été fondées sur le couplage d'un territoire à un groupe ethnique ou linguistique. Le groupe de solidarité était formé par la famille, le clan, la tribu. Les formations politiques reposaient donc sur des dynasties dont la légitimité tribale était transformée en légitimité dynastique renforcée par une légitimité religieuse, qui s'imposait sur des populations variées grâce à un appareil d'État hérité de la tradition culturelle persane. Elle se basait en définitive sur la loyauté à une dynastie et la fidélité à l'islam. Malgré cette longue histoire d'empires successifs, ensuite morcelés en émirats souvent éphémères, il est important de retenir que l'espace de l'Asie centrale se cristallise au début du XVIe siècle. En effet, il se trouve inséré entre des empires concurrents à ses frontières qui finiront par former 4 pôles géopolitiques importants, en raison de toute une série d'événements concomitants. La conquête de l'Iran en 1501 par la dynastie safavide, 1501-1727, qui fait du chiisme le fondement de l'État et de la nation persane. La légitimité chiite devait revenir avec force avec la révolution roméniste de 1979. Depuis lors, l'Iran, région de transit et d'influence, se transforme en une barrière d'opposition aux populations musulmanes sunnites d'Asie centrale, créant une coupure radicale entre le monde persanophone sunnite et l'Iran. Seuls les chiites afghans, les Hazaras, se sont tardivement identifiés à l'Iran. La conquête de la Transoxiane par les Ouzbeks, qui finiront par en contrôler toutes les entités politiques jusqu'à l'arrivée des Russes qui, dominant les Jochites de la Volga, vont créer une deuxième barrière entre l'Asie centrale et le Moyen-Orient. En effet, la conquête par Ivan IV le Terrible 1547, de la région Volga-Oural qui passe sous contrôle russe après des siècles de domination turque, permet au nouveau tsar de toutes les Russies de se présenter en même temps comme héritier des camps Gengis-Khanide et des empereurs chrétiens orthodoxes de Byzance. C'est aussi le début de l'expansion coloniale russe en Asie centrale. Entre 1500 et 1900, la Russie s'élargira chaque jour en Asie centrale de 80 km jusqu'à l'annexion définitive en 1920 des 2 protectorats de Khiva et Boukhara. La fondation de l'empire moghol par Zahiruddin Mohammad Babur, chassé de la vallée de Fergana par l'invasion ouzbek et qui va conquérir Delhi en 1526. L'empire moghol en Inde du Nord 1527 à 1857, pendant des siècles de référence culturelle de l'Asie centrale, sera relayé par les Britanniques de 1858 à 1947 dans le Great Game avec la Russie, coupant ainsi aux populations sunnites d'Asie centrale la route de l'Inde. L'adoption du bouddhisme lamaïstique par les Mongols, qui à partir de la seconde moitié du XVIe siècle, les séparera des musulmans turco-persans. De ces 4 empires, 3 ont eu le persan comme langue de cour et de culture et tous leurs souverains ont été d'origine turque. Les Safavides et ensuite les Kadjars en Iran, les Moghols en Inde avec Babur qui écrivait le Babur-Nama en Tchagatai, les Ouzbeks dans les Émirats de Transoxiane, de Boukhara à Khiva à Kokand. La seule dynastie autochtone d'origine pachtoune étant l'Afghane. Cette configuration, 1501 à 1526, influence depuis 4 siècles la géostratégie actuelle. En particulier la chiitisation de l'Iran, comme justement mise en valeur notamment par Olivier Roy, a eu les effets les plus persistants, entraînant une coupure radicale entre le monde persanophone sunnite et les infidèles, kuffars d'Iran. Inversement, l'Iran a traditionnellement montré le plus grand manque d'intérêt envers tout ce qui pouvait s'écrire en persan dans le monde sunnite. Bloquer les habituelles routes de pèlerinage vers la Mecque à travers l'Iran, les Émirats d'Asie centrale se sont vus obligés de négocier des droits de passage avec la Russie, restait la seule voie de désenclavement et de contact avec l'Occident, surtout après la coupure de la route de l'Inde due à la rivalité anglo-russe du XIXe siècle. Privé d'un centre politique, enclavé entre la Russie chrétienne, l'Iran chiite, l'Inde britannique, la culture turco-persane sunnite d'Asie centrale dépérira progressivement. À la fin du XIXe siècle, les élites d'Asie centrale chercheront désespérément une issue dans le panturquisme, afin de pouvoir préserver à la fois l'identité islamique et la quête d'une réforme politique et sociale. Mais cette tentative était bien trop tardive, la nouvelle Turquie kémaliste ayant déjà choisi en 1921 le nationalisme laïque,
abandonnant toute prétention à se poser comme référence du monde musulman. Ce double isolement par rapport à l'Iran et à la Turquie explique, toujours selon Olivier Roy, pourquoi ni la révolution iranienne, ni la Turquie laïque n'ont eu de véritable impact en Asie centrale malgré la tentative récente de la Turquie d'Erdogan d'imposer une nouvelle doctrine néo-ottomaniste. Si le passage au bouddhisme lamaïstique de la nation mongole n'a pas eu sur l'Asie centrale de conséquences géopolitiques importantes, bien différentes furent celles de la conquête russe de la Transoxiane. La conquête russe, 1865 à 1920, n'est autre que la conclusion d'un processus multiséculaire d'expansion des principautés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.